Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité ? Découvrez cette semaine le témoignage d'Isabelle. Donc je m'appelle Isabelle. Pour commencer, pour tu comprennes tout de suite en fait à peu près qui je suis par rapport à cette question du féminin, c'est totalement consciemment que j'utilise l'expression du féminin plutôt que féminisme, plutôt que femme ou etc. C'est vraiment, moi je trouve quelque chose sur le féminin. Et c'est que je suis totalement issue d'une famille de filles. C'est-à-dire que mon père a eu 3 filles et 2 de mes sœurs ont eu encore des filles. Donc il n'y a que des filles dans ma famille. Un jour, j'ai demandé comme ça à mon père, je lui ai dit « Mais papa, t'aurais pas aimé avoir un fils ?» Je pense pas. « Mais tu aurais pas aimé avoir un petit-fils plutôt que encore des filles ?» Et il me dit « Mais non, pourquoi ? C'est très bien les filles. » Voilà, donc moi j'ai grandi dans un univers féminin. Ça veut pas dire qu'il était exclusivement féminin, mais ça veut dire que j'ai pas eu de grands frères qui me tiraient les cheveux. J'ai pas eu de grands frères qui étaient protecteurs non plus. Et que dans ma famille, le fait d'être une femme ou une fille n'a jamais été un sujet. Jamais. C'est juste, bon voilà, tu es née comme ça et c'est tout. Donc je ne me suis pas du tout définie par rapport à un genre. Voilà, par rapport à un genre, par rapport à une différence, c'est-à-dire soit être une fille, soit être un garçon. Du tout. Et au-delà j'ai une mère qui a un caractère d'une résilience époustouflante, et mes grands-mères maternelles et paternelles étaient aussi des sacrés personnages, sachant que ma grand-mère maternelle, c'est une des premières femmes qui a eu son bac. Elle est venue à Paris, elle a fait ses études de pharmacie et elle a ouvert une pharmacie. Et elle a travaillé jusqu'à 85 ans. Et à 70 ans, son mari prenait des hautes fonctions avec aussi tout un rôle de représentation sociale, et ma grand-mère, c'était pas du tout son truc. Et elle lui dit, écoute, bon, on a fait un bon bout de chemin ensemble, mais je crois que là, on va s'arrêter, on n'a qu'à divorcer. Mais elle avait 70 ans. Donc ça veut dire une liberté, ça veut dire être sûre d'elle-même et une grande, grande indépendance. Et ma grand-mère paternelle, alors c'était une jeune femme des années 20 à Shanghai, donc c'est un moment d'émancipation pour les femmes qui étaient de familles un peu plus aisées. Elle a suivi son mari en France, elle est repartie en Chine seule, elle a divorcé de son mari, mais donc on est dans les années 40, donc en Chine, divorcée en 40, il faut le faire. Ça veut dire qu'elle s'est retrouvée complètement exposée et démunie socialement, financièrement, etc. Et qu'elle a traversé aussi tout le tumulte des années Mao, enfin de 49 et de la suite, sans la protection d'un mari, et même voire plus complexe encore, puisque son mari était un proche de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire l'ennemi absolument de Mao. Donc voilà, donc ça donne, je pense quand même une hérédité, comme ça, que je le veuille ou pas, j'ai une hérédité de femme qui est assez qui est forte. Et je pense aussi que c'était des femmes qui se posaient même pas la question, juste elles avaient envie de tracer leur route et de vivre leur vie comme elles l'entendaient, qui, je pense, étaient assez aux commandes de leur vie, et qu'il n'était pas trop question qu'on leur... en tout cas, qu'un homme
détermine les chemins. Et en ce qui me concerne, dans mon enfance ou adolescence, mon père, il m'a jamais influencé ou dit tu feras mieux de faire ceci ou tu feras mieux de faire cela. Jamais, jamais. Ça a été tu fais ce que tu veux. On grandit, moi, dans un milieu confortable, avec une liberté de pensée très large. Donc on sent vraiment que tu as grandi au sein d'une lignée de femmes fortes et très déterminées dans leur choix. Avec quelle autre représentation féminine tu as pu grandir? Quels ont été pour toi tes modèles féminins, peut-être ceux auxquels tu as pu t'identifier au-delà de tes grands-mères, ou ces modèles peut-être qui ont simplement peuplé ton enfance et ton adolescence? Bon, déjà Ingrid, il faut que tu saches, j'ai toujours adoré qu'on me raconte des histoires. J'adore les légendes, la mythologie, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai intégré très vite dans mon univers personnel. Et mes premières représentations féminines et modèles, moi c'est Marilyn Monroe, j'ai vraiment grandi avec elle. C'est Jane Russell, Katharine Hepburn, Ouais. Et après Drôle de dame, bien sûr, Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. Et Wonder Woman. Alors je parle de la première Wonder Woman. Voilà. Donc des femmes que tu qualifierais... Comment je les qualifie? Qui me conviennent bien. Ouais, dans lesquelles tu te retrouves. Oui, dans lesquelles je me retrouve. Elles ont toutes du caractère. Elles n'ont besoin de personne pour se définir. Alors Marilyn, c'est plus compliqué de la cerner. Il n'empêche qu'elle avait une volonté incroyable. Elles sont toutes belles. Aussi, dans leur genre, mais elles sont toutes belles. Et donc j'ai vraiment grandi avec elles. Pour passer maintenant un petit peu à ton rapport avec cette île, à quel moment et dans quelles circonstances Porquerolles entre dans ta vie? Alors la première fois que je suis venue à Porquerolles, c'était je crois dans les années 2000. Et j'ai mis 4 mois à me dire j'y vais pas. En fait, tout simplement, un ami m'avait invité à passer quelques jours pendant l'été. Et pendant 4 mois, je me suis dit, oui, j'y vais pas. Je sais pas très bien, je verrai plus tard. Porquerolles, je savais pas où c'était. Le Var, alors là, encore moins. Donc, je n'avais aucune représentation géographique, physique de l'île. Il y a un point peut-être que tu n'as pas précisé tout à l'heure, tu as grandi à Paris, c'est ça? Oui, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Avec très jeune la notion de voyage et qui est fondatrice pour moi. Donc j'arrive là, je suis séduite par l'île, par sa végétation, par ses odeurs, par ce parfum à la fois de ciste et de poussière. Là, c'était en plein été, hein, donc voilà. Et c'est toutes les odeurs que j'aime. Pendant des années, je suis allée en Sicile. Donc, la représentation d'une île méditerranéenne, je la connaissais, mais je ne connaissais pas celle-ci. Et quand je suis partie au bout de 5 jours, évidemment, je n'avais aucune envie de partir. Et je me rappelle, la chose que j'ai dite, c'est « Non, mais cette île, elle est formidable. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on y parle français et qu'on n'y parle pas une langue étrangère. » Parce que pour moi, alors là, ça aurait été... l'apothéose complète, c'était le nirvana complet. Voilà. Donc ça, c'était la première fois. Ensuite, j'y suis pas retournée pendant un certain temps, et puis je suis revenue en 2012 ou 13, là de façon beaucoup plus régulière, jusqu'à maintenant partager ma vie entre Porquerolles et Paris, on va dire. Voilà. Mais ce que je ressentais tout à fait au début, c'est-à-dire cet émerveillement, ces odeurs dont je t'ai parlé, tu vois, cette lumière et l'eau, ça, j'ai absolument pas changé. Et j'espère que ça ne changera jamais. Donc, on comprend que tu découvres l'île en tant que touriste, visiteuse ponctuelle en l'an 2000. Ensuite, tu nous dis, je reviens en 2012, et là, l'île s'inscrit plus durablement dans ma vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette installation? Je pense que c'est comme tous les lieux où finalement on s'installe, il y a forcément une histoire derrière. Et moi, évidemment, Porquerolles, c'est lié à une grande histoire d'amour. Donc c'est ça qui m'a, non pas amené, mais c'est ça qui m'a fixé
à Porquerolles, alors que je suis quelqu'un qui aime bouger beaucoup et qui suis souvent entre plusieurs lieux. Mais là, cette histoire d'amour et ce lieu, c'est les deux, m'ont fixé ici. Voilà. Alors, comme on est engagé sur le terrain de l'amour, la sensualité de l'île, sa beauté aussi, tu t'en as parlé. C'est vrai que Porquerolles paraît un petit peu le cadre rêvé pour vivre une histoire d'amour. Comment ça colore une histoire d'amour, le fait de la vivre sur cette île ? Il y a une différence entre une aventure et une histoire d'amour. Une aventure, c'est tout ce que tu peux vivre l'été. Une histoire d'amour, c'est ce que tu vis aux 4 saisons. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. L'île est extrêmement séduisante en été, avec la chaleur qui exacerbe aussi tous les parfums, enfin tous les sens en fait. Les 5 sens, en tout cas pour moi, sont exacerbés par l'été, ce qui correspond plus à une super aventure, voilà. Après, passionnelle. C'est ça. Après, voilà. Une histoire d'amour, c'est ça. Et autre chose, voilà. Donc dans la vraie histoire d'amour rentre, alors l'automne, comme c'est pas une saison que j'aime, je zappe, rentre l'hiver, qui est pas du tout une période de stérile, c'est une période de repos, en tout cas pour la nature, de repos. Et pour une histoire d'amour, c'est là aussi qu'elle se tisse quand il y a moins d'étincelles, voilà. Donc effectivement, je pense qu'une île, et là en l'occurrence Porquerolles, est propice aux histoires d'amour. Et si tu arrives à surmonter, à passer 4 saisons à un petit long cours, moyen long cours ou grand long cours, c'est bon signe. Eh ben là, tu es dans une vraie histoire d'amour. Ouais, je comprends bien. Je pense à une porquerollienne, une vraie insulaire, qui, quand je l'ai interrogée, m'expliquait que depuis qu'elle est adolescente, elle fait passer le test de l'île à ses amoureux. Et soit ça colle et l'amoureux est validé, soit c'est ciao, direct. Est-ce que toi, tu as vécu le love test insulaire? À l'envers, évidemment, puisque c'est toi qui es venu... En fait, Ingrid, je crois que cette question, il faudrait que tu la poses... à l'intéressé. À l'intéressé, c'est pas moi, mais je suis sûre qu'il m'a fait passer un test non dit, mais j'en suis sûre. À la fois l'été, alors c'est pareil, la première fois que je suis venue en été, c'est est-ce que mon île va lui plaire? Bon, ouais. Est-ce qu'elle va se sentir à l'aise, etc. Après, aux autres saisons, c'était voyons voir. Maintenant, nous rentrons dans une saison qui est plus difficile. Donc, voyons voir si elle va résister. Oui, si elle va pouvoir s'y plaire et s'y épanouir, puisque le but, c'est ça. C'est pas juste s'y plaire, c'est de s'y épanouir. Mais en fait, je pense que c'est à lui qu'il faut demander ça. Bon, c'était un petit peu une blague, mais est-ce que tu as senti à un moment donné une rivalité possible avec cette île? Est-ce que si tu t'étais pas bien senti ici, ça aurait pu être rédhibitoire dans votre histoire, d'après toi? Oui. Oui. Totalement. Totalement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour vivre une histoire d'amour, il faut se sentir bien, se sentir accueilli, accepté. Et là, je parle de l'île, bien entendu. Si tu te sens pas bien, rejeté ou etc., c'est impossible de fleurir dans une histoire d'amour. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme mon compagnon, lui, vit ici, que toute sa vie est ici, ses racines sont ici, et ça aurait été très compliqué de vivre cette histoire d'amour si je n'avais pas adopté, ou si l'île ne m'avait pas adopté. C'était impossible. Alors du coup, est-ce que tu as le sentiment que l'île scelle quelque chose peut-être d'encore plus fort dans votre couple? Ou est-ce que j'extrapole un petit peu? Non, tu as raison, mais c'est au-delà du couple. Ouais. C'est au-delà du couple parce que tu as quelqu'un en face de toi qui a toujours, c'est-à-dire depuis toute petite, fantasmé les îles. Toujours. J'ai toujours eu un tropisme incroyable pour les îles, alors du Sud. Donc, le fait de vivre une histoire d'amour sur une île, ça décuple l'imaginaire, ça décuple le romanesque, qui pour moi sont indispensables à une histoire d'amour, en tout cas dans la durée. Donc oui, bien sûr. Alors Isabelle, tu es une femme indépendante, tu vis entre Lille et Paris, d'où tu es originaire et où tu as grandi, où tu as conservé d'ailleurs un appartement. Comment tu t'organises entre les deux ? Ça induit quand même plusieurs choses. La première, c'est que je fais mes bagages toutes les 3 semaines.
Mais pour moi, c'est une question d'équilibre. En réalité, c'est un yin et un yang, quoi. C'est vraiment une question d'équilibre. Et si moi, je suis en équilibre, forcément, ma vie personnelle et sentimentale, puisque ça fait partie de ta question, est en équilibre. Après, il faut avoir un compagnon qui s'en rende compte et qui l'accepte. Et alors, est-ce que c'était un pacte au départ ? Non, ça n'a jamais été un pacte, parce que si ça avait été un pacte, ça n'aurait jamais marché, de toute façon. Non, c'est juste un état des choses, en fait, tout simplement, dans lequel, d'ailleurs, je suis complètement libre, c'est-à-dire que je n'ai pas de contraintes de la part de mon compagnon du tout. L'autre jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu trouves que c'est égoïste comme ça que je revienne à Paris ? Et il me dit, mais non, mais pas du tout. Donc voilà, jusque-là, tout va bien. Donc tu le dis, tu navigues entre l'île, sa beauté, sa sauvagerie, et Paris, la ville où tu as grandi. Vivre sur l'île après avoir grandi à Paris, quitter l'anonymat des grandes villes pour aller vivre sur l'île par intermittence, ça provoque quoi en toi ? Alors on l'a dit, enfin tu l'as dit, hein, un certain équilibre, mais est-ce que ça libère aussi peut-être quelque chose d'autre de ta féminité, de ta créativité, ou est-ce que ça a renforcé peut-être un alignement que tu avais en toi qui préexistait, c'est-à-dire que tu savais qu'il fallait que tu oscilles un peu entre, tu l'as dit, tu voyageais beaucoup, donc on sent que ce besoin de mouvement déterminerait pas du tout, tu vois, entre Paris et ici, entre macrocosme et microcosme, entre anonymat et de croiser beaucoup de gens et de les saluer, c'est plutôt deux climats différents, deux types de vie différents, c'est plutôt ça. Bon, maintenant, ça fait quand même un certain temps que j'habite en partie à Porquerolles. Pour autant, j'ai toujours besoin de cette oscillation. Ce n'est pas du tout un amour démesuré pour Paris ou pour Porquerolles ou un désaveu de l'un ou de l'autre. C'est juste une question d'équilibre, en fait, personnel, c'est tout. En quoi ton installation ici a eu un impact sur ta vie de femme, je dirais même sur ta féminité ? La première chose que Porquerolles m'a apportée, c'est très simple, c'est parce que Porquerolles est une île. Et que pour moi, l'île est forcément féminine. Ça ne peut absolument pas être masculin. Dans mon cas, ayant fantasmé les îles depuis toute petite, vivre une histoire d'amour qui est fondatrice aussi dans une île, ça a un écho comme ça très très fort. Ça libère pas du féminin, mais ça le fixe. C'est-à-dire, ça lui donne pour moi un lieu d'ancrage. Ce n'est pas que ça détermine une psyché, c'est juste que ça appuie un tout petit peu plus du côté du féminin. Bon, ceci dit, je suis pas vraiment très masculine, mais d'être en osmose avec un lieu féminin étant moi-même une femme, ça sublime un peu ? Ah oui, ça sublime, mais parce que je le vis comme ça. Hein. Oui. Ça le sublime, parce que c'est féminin dans un écrin féminin. Tu vois, c'est Vénus sortant des flots de Botticelli. Enfin, moi, j'exagère un peu, mais c'est genre de... Oui. C'est un jaillissement, c'est un épanouissement aussi, qui est plus fort pour moi qu'en ville. Mm-hmm. Mais c'est aussi parce que c'est l'île, parce que c'est l'eau, et parce que c'est la nature. Oui. C'est pour ça. On peut parler de ton rapport au corps, Isabelle ? Oui. Vivre au contact de la nature avec une certaine liberté de mouvement, est-ce que ça joue un rôle dans ton rapport au corps ? Est-ce que ça l'a fait évoluer ? Et si oui, dans quel sens ? Tu évoquais ces éléments absolument... Ah ça joue l'île joue un rôle très important dans le rapport au corps, enfin en tout cas pour moi. D'abord parce que le corps peut s'exprimer. Mm-hmm. Parce que la chaleur ou la tiédeur du soleil chauffe le corps, tout simplement. Enfin, déjà, c'est totalement physique, ça chauffe le corps. Donc, tu as tous les pores comme ça de ta peau qui s'ouvrent. Parce que quand il fait chaud, de toute façon, tu passes la moitié de ta vie en maillot de bain ou en ce qui me concerne en paréo, etc. Donc, si tu te sens pas bien dans ton corps, c'est plus gênant, tu vas pas rester en jean par 35 degrés, quoi. Mm-hmm. C'est pas très compatible. Ni si tu vas te baigner simplement au clair de lune. L'île comme lieu d'émancipation du corps ? C'est juste une exacerbation, en fait, d'essence. Mm-hmm. Et l'essence, ça passe par le corps.
souvent dans les îles, j'ai vu des femmes qui étaient absolument mais splendides, sublimes. De prime abord, on aurait pu penser, tu vois, que dans leur corps, elles étaient un peu embarrassées. C'était pas des lolitas, tu vois, de 20 ans. Elles devaient faire, je pense, 5 XL, donc des gabarits. Et elles étaient mais extraordinairement belles. Elles étaient resplendissantes. Tu voyais que simplement elles habitaient leur corps. Et je pense que d'être dans une île qui est, en tout cas pour moi, hein, tu as compris, au chaud, ça te permet d'habiter ton corps. Après, quand je reviens dans les grandes villes, très souvent les gens n'habitent pas leur corps. Enfin, quand tu les vois marcher, déambuler, etc., ils ne sont pas dans leur corps. Alors que dans une île, il me semble que les femmes, puisque là il est question de femmes, elles habitent leur corps. Et quand tu rentres du coup à Paris, est-ce que tu gardes un peu cette île en toi, dans le sens où voilà, tu habites aussi ton corps en ville? Ah oui, absolument. Et c'est un révélateur de couleurs. En fait, c'est ça marche comme ou en chimie, tu sais, c'est une précipitation, mais de quelque chose qui préexiste. Je pense que si tu n'as pas ce rapport à ton corps à l'origine, et que si tu n'es pas sensible au sens dont je parlais, bon, tu peux faire tout ce que tu veux, la précipitation, elle n'aura jamais lieu, tu vois. Donc, dans mon cas, juste, ça a été la combinaison parfaite. Et oui, c'est ça. Tu parlais du soleil, donc qui permet de se dévêtir et de vivre vraiment au contact de la nature directement. De ton rapport à l'eau aussi, tu peux dire quelque chose ? C'est vraiment l'élément de confort absolu. C'est l'élément de révélation. C'est-à-dire que toutes les décisions que j'ai prises, mais auxquelles il a fallu que je réfléchisse auparavant, très souvent je les ai prises en nageant. Très, très souvent. Bon, évidemment, c'est aussi de te replonger quand tu as le liquide ventre, amniotique, voilà, etc. C'est plutôt l'eau, le rapport à l'eau, même le contact de l'eau, tu vois, qui glisse comme ça sur la peau. C'est absolument extraordinaire, à condition d'avoir une eau à une bonne température. C'est un contact pour moi très sensuel. C'est très rassurant aussi, sans être un contact à la barbe à papa, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ça, parce que oui, les éléments dans l'eau, il faut être active. Si tu sais pas nager ou si tu paniques, etc., c'est moins accueillant comme élément. Très souvent, moi, je me suis remise à l'eau, au sens je me suis laissée aller. Tu vois, remise, abandonnée. Voilà. Oui, abandonnée, mais volontairement dans l'eau. L'eau, elle te porte, tu vois, quoi qu'il arrive, à moins que tu sois dans la mer morte, je sais pas. Mais l'eau te porte, mais elle te porte à condition d'avoir confiance. Autrement, ça se passe pas très bien. Et même avant d'habiter, tu vois, sur une île, moi, je suis quelqu'un qui est allé pendant 20 ans à la piscine à Paris, ce qui est pas le truc le plus cool. Tellement ce rapport à l'eau était essentiel. Et je te dis, toutes les grandes décisions que j'ai prises, très souvent, je les ai prises dans l'eau, tout simplement parce que c'est un élément qui m'aide à être lucide. Quel regard tu portes sur la place des femmes sur cette île ? Alors, il me semble qu'à Porquerolles, les femmes sont très importantes. Enfin, sur les îles, d'une façon générale, et en l'occurrence, là, elles sont importantes parce que je me les représente comme étant des piliers de l'île. Pour moi, c'est pas les hommes, mais ça veut pas dire qu'ils sont négligeables, absolument pas. Mais elles sont, tu vois, dans toutes les associations qui sont engagées dans la vie de l'île ou qui proposent des activités dans l'île, la plupart du temps, ce sont des femmes qui les dirigent, non pas parce qu'elles auraient plus de temps, entre guillemets, tu vois, que les hommes, mais simplement parce que je pense que ça leur tient à cœur et qu'elles font tourner l'île, tout simplement. Et c'est des choses que j'ai observées dans d'autres îles. En Grèce, c'est les femmes qui font tourner l'île. Je pense que pour être une femme à Porquerolles et vivre à temps plein, il faut déjà être une femme avec du tempérament, une femme forte. Même si tu vis pas au cœur du village et de fait tu vis un petit peu à distance des habitants, est-ce que tu ressens quelque forme de patriarcat sur l'île ? Non. Pas plus qu'ailleurs ? Non, et ça n'a rien à voir avec... Parce que de fait, moi j'habite à 4,5 km du village, donc je ne suis pas plongée au quotidien dans le village. Mais je sens pas une forme de patriarcat. Et puis en plus,
comment dirais-je, il y a une forme de patriarcat qui peut s'installer quand on lui permet de s'installer. Et si on ne lui donne pas prise, elle ne peut pas s'installer, tout simplement. Même si ce n'est pas arrivé, est-ce que l'île, la familiarité, la proximité avec les gens favorise, selon toi, ou au contraire dissuade l'expression du désaccord, l'explication, la mise au point, par exemple, quand une personne peut être victime, je sais pas, d'une remarque sexiste ou autre? J'ai l'impression que c'est comme dans tous les endroits qui sont petits, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une très grande proximité et à la fois il y a un sentiment de ah non, ça c'est privé, même si tu es au milieu des autres, ça c'est privé, et donc il y a un respect de la sphère privée. Et donc je suis pas sûre qu'une île, tu vois, favorise ou défavorise d'ailleurs un comportement désobligeant envers les femmes, mais encore une fois, ça n'a pas forcément, je pense pas que le lieu joue un rôle si fort, c'est l'attitude que l'on a, et deux, le patrimoine familial et culturel dans lequel on a été élevé. Alors Isabelle, tu incarnes deux visages de la femme a priori contradictoires, ou en tout cas qu'on n'associerait pas forcément d'emblée. La femme fatale, plantureuse des années 50, et l'Amazone, combattante, libre, pleine d'audace et d'énergie. Si on essaie de réconcilier tout ça, on voit se dessiner une Wonder Woman, tu l'as cité tout à l'heure, une Wonder Woman actuelle en quelque sorte, sans compter que Wonder Woman, que l'on qualifie de princesse des Amazones, vient d'une île, elle aussi, Themyscira, si je prononce bien, surnommée Paradise Island. Est-ce que la comparaison te convient? Tu veux dire avec Wonder Woman? Oui. Ah non, mais j'adorais avoir le lasso de vérité de Wonder Woman, tu vois, son petit short et tout, son bustier, ça j'avais. Ses manchettes. Ça, ah oui, je fais clac, clac. Non, ça, sauf que la pauvre, elle a vachement de boulot aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, probablement, mais je pense que c'est pas lié seulement au féminin, je pense que je suis constituée comme ça. Tu vois, on parlait d'oscillation entre deux lieux de vie, mais c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, je te parlais de yin et de yang. Et je pense que je me suis vraiment constituée sur une... non pas une dualité, c'est-à-dire que les éléments ne sont pas en contradiction, simplement ils sont complémentaires pour arriver à trouver le juste, tu vois, le bon alignement et mon équilibre. C'est sûr que je me reconnais pas dans des femmes qui ont du mal à prendre une décision, ou qui doivent toujours être dans le collectif pour prendre une décision, ou etc., etc. Alors pour autant, est-ce que je suis une Amazone? Je sais pas, mais depuis très longtemps, tu vois, moi je pense que, enfin, je me définis comme voulant faire l'aventurière et les tartes aux pommes. Ah. Donc c'est exactement la dualité que tu évoquais, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire l'aventurière au sens propre, et j'ai aussi besoin à un moment d'être chez moi, dans un cocon, et de faire des tartes aux pommes, alors au sens propre, mais au sens figuré, c'est justement être dans un cocon très confortable, qui sent la cannelle, rassurant, où tu peux te laisser aller, tu vois, complètement, alors que quand tu es dans l'aventure et une aventurière, te laisser aller, ce n'est pas possible. La plupart du temps, ce n'est pas confortable. Donc c'est sûr qu'il faut y trouver d'autres éléments comme ça qui t'attirent et qui te correspondent. Voilà. Est-ce que les deux sont absolument compatibles? Bah voilà, tu vois, je suis là. Très bonne réponse. Est-ce que tu n'es jamais victime du jugement un peu hâtif de certaines personnes qui concluent un peu rapidement en te voyant apprêter en toutes circonstances? Alors déjà, moi je me suis jamais posé la question de est-ce que oui, je suis apprêtée ou pas. C'est juste que j'ai envie d'être comme ça, et c'est tout. Je te l'ai dit, j'ai grandi, moi, avec beaucoup de films Hollywood des années 40 et après. Donc j'aime les costumes. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles pour Noël. Pendant des années, j'ai fait ça. Donc on avait la balle à costumes, on faisait des costumes, etc. Donc d'être apprêtée, enfin c'est pas apprêtée, juste de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, pour moi, c'est pas une déclaration publique du tout. C'est juste, je me fais plaisir, tout simplement. Est-ce que j'ai eu du coup des regards? Alors j'ai deux expériences qui me viennent à l'esprit. La première, c'est oui, à Porquerolles.
Je pense que d'abord, quand tu arrives et que personne ne te connaît, et de me voir arriver avec le rouge à lèvres, le truc, le machin, peut-être que ça a pu surprendre. Mais très vite, je pense que c'était pas l'ensemble des Porquerolles, tout simplement parce que je pense que, en fait, ils s'en fichaient complètement. Tu vois, c'était pas non plus si capital. Non, c'est surtout professionnellement. Et là, c'est très très drôle parce qu'il y a toujours eu un décalage important, mais moi qui m'a toujours fait rigoler. C'est que professionnellement, tu vois, j'ai été amenée à partir sur des tournages loin, dans des conditions compliquées, de confort minimum, c'est-à-dire partir dans la jungle. En gros, mais la vraie jungle. Une fois, j'étais en Indonésie et j'arrive avec un sarong, un t-shirt Hello Kitty, tu vois, des nattes parce qu'il faisait très chaud et un foulard, un rouge à lèvres et des tongs. Voilà. Donc je dis aux Rangers, je leur dis, bon alors demain à quelle heure on se donne rendez-vous pour aller dans la jungle? Et ils me regardent et puis ils me disent, non mais on peut pas t'emmener dans la jungle. Et je lui dis, pourquoi? Mais Isabelle, parce que c'est un milieu hostile, quoi. C'est un milieu assez dur. Donc, et puis là, le tchèque, tu vois, il me regarde avec mes tongs grosses fluo, le truc Hello Kitty et machin. Et ils me disent, non, mais je pense que, écoute, on va faire ce que tu nous demandes, et puis on va te raconter. Et je la regarde et je dis, non, mais c'est pas possible. Et donc, le lendemain matin, à 6h30, j'étais plus en sarong ni en tongs, quoi. À mon grand désespoir, j'avais des chaussures de marche, que je trouvais extrêmement moches, mais vraiment moches. Bon, ceci dit, à l'usage, j'ai béni le vendeur qui me les a vendus parce que dans la jungle, c'est en pleine chaleur, tu vois, t'as des sangsues partout, donc tu peux absolument pas avoir le corps découvert, surtout pas. Et en fait, mes chaussures, c'était là où je me sentais le mieux. Et ces rangers, ils m'ont vu cavaler, tu vois. Alors, c'est sûr que j'étais pas la première de la file indienne, tu vois, parce que au bout d'un moment, t'es fatigué, quoi. Mais bon, j'étais là pour faire mon job, et donc j'ai suivi, et c'est sont parmi les plus belles expériences de ma vie. Et le soir, en rentrant, tu vois, pour le dîner, tac, je me suis rechangée. Et me revoilà avec mes tongs fluo, le paréo, le débardeur truc, les nattes et du rouge à lèvres. Et pour moi, ce n'est absolument pas incompatible. J'ai l'impression que le féminisme n'est pas forcément quelque chose qui te parle directement. Est-ce que je me trompe? Ça dépend ce qu'on entend par féminisme. Si on entend par féminisme, tu vois, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, comment ne pas être d'accord avec ça? C'est juste une évidence. Si on entend le féminisme par un combat, par un militantisme, là, évidemment, en ce qui me concerne, j'ai plus de mal avec cette expression et ces mouvements. Tu l'auras compris parce que j'ai pas grandi avec ça et que je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis débrouillée dans ma vie pour que ce soit jamais vraiment un sujet ou une source de conflit ou de souffrance. Donc, si tu veux, le féminisme, égalité, homme-femme, quand je pense que, tu vois, les femmes ont eu le droit de voter en France très, très tardivement, mais je trouve ça totalement scandaleux. Et le droit à l'avortement, c'est tellement fondamental. Enfin, de disposer de son corps pour une femme, c'est tellement fondamental. Donc là, un énorme remerciement à toutes les femmes qui ont œuvré pour ça. Et je suis totalement atterrée de voir que certains pays rétropédalent complètement à ce sujet. Et c'est une catastrophe, tu vois, absolue. Moi, j'aurais jamais aimé être un homme. En fait, je suis tellement contente d'être née une fille, et d'être une femme, j'aurais pas aimé du tout être le contraire. Quand je t'entends, Isabelle, j'ai le sentiment que tu es assez partisane du chemin qu'il faut avoir le courage de prendre pour être libre, pour s'affranchir des injonctions et des inégalités, par ses décisions, par ses choix. À quoi ressemble ton chemin d'éclosion? De quoi est-ce qu'il est bordé? Et est-ce que l'île fait partie de ce chemin? Ou est-ce qu'elle correspond à un moment donné, à un choix délibéré que tu as fait parce qu'elle te correspondait? Précédemment, je t'ai dit que moi, j'étais très contente d'être une femme et que j'aurais pas voulu être un homme. Parce que je trouve que le chemin est plus intéressant. Le mien, c'est-à-dire un chemin comme ça d'éclosion qui est à la fois
d'éclosion personnelle et féminine, il est intimement lié au voyage, tout en sachant que moi je suis métisse, puisque je suis à la fois française et chinoise, et ça donne aussi une hérédité, tu vois, de la vision de la femme qui est différente. Par exemple, quand j'étais en Chine, souvent, en tournage, et que des hommes, pareil, il y a un homme qui m'a dit « Tu es formidable et tout, mais tu es très dure, tu es très très sévère, on dirait maîtresse d'école. » Bon, alors, en gros, c'est pas que j'étais sévère ni maîtresse d'école, simplement j'étais en train de négocier, je sais plus quoi, mais négocier quelque chose, et je voyais pas pourquoi il aurait fallu que je cède, tu vois, voilà. Malgré moi, puisque c'est une histoire familiale compliquée, une histoire chinoise, tu vois, qui a été interrompue, mais je pense que malgré moi, j'en suis aussi finalement héritière. Et un des personnages que je trouve totalement fascinant dans l'histoire, et auquel je pense, tu vois, très souvent, c'est deux femmes. La première, c'est juste une rencontre complètement fortuite dans les montagnes en Chine, dans le Jiangsu, qui est une province qui est au nord de Shanghai, et je tournais là-bas. Dans la journée, on s'arrête dans une maison et je vois sortir une vieille femme qui était extraordinaire, tellement belle. Il lui manquait des dents, elle avait bref, mais elle était fabuleuse. Et surtout, on sentait, elle avait un rayonnement, tu vois, intérieur extraordinaire. Elle était âgée, donc on voyait les rides. Et donc on voyait aussi tout ce qu'elle a vécu en tant que femme en Chine. Et là, les dernières 50 ans, ou même encore avant, ont été assez importantes et beaucoup de choses ont changé. Et cette femme, elle avait tellement de résilience, tout en gardant un côté solaire. Pas solaire, lunaire. Elle avait, tu vois, l'éclat de la lune, c'est pas la même chose. Et elle était d'une gentillesse inouïe. On arrivait très peu à se comprendre parce que je peux parler que quelques mots de chinois, mais peu importe. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah mais ça, je voudrais être comme cette femme à son âge. Vraiment, je voudrais être, tu vois, comme ça. Et l'autre exemple, c'est la seule impératrice chinoise qui ait jamais existé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en Chine, c'est quand même un système patriarcat complet qui a été façonné par les préceptes de Confucius, où la femme, en gros, a 3 devoirs dans sa vie. Obéir à son père, obéir à son mari et obéir à son fils. Et ça, Confucius, il est arrivé à peu près moins 500, tu vois, avant Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même toujours ancré. Alors, ça a un peu évolué, mais entre moins 500 et 2024, tu vois, il y a du chemin. Et il y a une impératrice qui s'appelle Wu Zetian, qui, sous la dynastie Tang, c'est-à-dire 8e siècle, est devenue impératrice. C'est-à-dire qu'elle n'était pas... elle n'avait pas la régence, tu vois, elle était vraiment impératrice. Donc, avec beaucoup de chemins détournés, en utilisant beaucoup la séduction pour parvenir à ses fins, mais simplement parce que là, c'était vraiment une arme de séduction. Ce n'est pas qu'elle était séduisante, c'est qu'elle l'utilisait. Elle avait très peu d'outils à sa portée, puisqu'elle était concubine, tu vois, à l'origine. Et finalement, elle est arrivée à devenir... alors, elle a éliminé tout le monde, hein, ça, c'est sûr, sans merci. Mais je trouve que c'est assez inspirant aussi, sans vouloir être, tu vois, vraiment s'inscrire dans un féminisme, comme tout à l'heure, je te dis, bon, c'est pas forcément ce dont je me sens le plus proche, mais je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est possible. Donc des modèles féminins qui ont participé à ton chemin d'éclosion. Oui, je trouve que c'est inspirant. Si tu veux éclore, il faut choisir. Autrement, tu peux pas éclore. Enfin, bon, tu peux pousser, ça c'est sûr, hein, mais tu peux pas éclore. Éclore, c'est choisir. Et choisir, après, qu'est-ce que tu mets en avant ? Qu'est-ce que tu veux ? En ce qui me concerne, un des grands moteurs, en ce qui me concerne, de cette éclosion, pour moi, c'est la liberté. Et la liberté, ça veut dire ne pas être influencé par un regard machiste, sexiste, ne pas se mettre de barrières soi-même, c'est-à-dire que tu vois, tout apprêté, rouge à lèvres que je suis, finalement je me suis retrouvée à aller à la chasse aux tigres, à débusquer les tigres, et pourquoi pas, et ça marche très bien, absolument. Ça veut dire pas se laisser infléchir
par aussi beaucoup d'archétypes. Alors soit tu es une femme hyper militante, donc tu peux pas être autre chose que militante, soit tu es une femme très féminine, très douce, donc forcément tu es à la maison. C'est ennuyeux, ça t'ennuie. Bah ouais, je trouve ça mais plus qu'ennuyeux. Et puis en plus c'est tellement réducteur. En réalité, oui. Tu vois, un homme, c'est pas forcément non plus un grand aventurier, un grand marin, etc. Ça peut être un homme extrêmement heureux à la maison, et c'est génial. Donc, en fait, ce qui me chagrine, c'est que en ce moment, je trouve, et quand je parle à des jeunes femmes, tu vois, qui ont 18, 20 ans, 24 ans, c'est que très souvent, elles sont dans l'opposition homme-femme. Et je me dis, mais on n'est pas en train de rétro-pédaler, là ? Pourquoi est-ce qu'il faut se définir en opposition à ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer homme-femme plutôt comme une complémentarité ? Puisque, évidemment, un homme et une femme ne sont pas fabriqués pareil, c'est évident. Donc, ces jeunes générations, je me dis, en fait, ça fait une génération qui est assez dure, et assez avec une forme de violence, tu vois, en voulant absolument catégoriser les genres. En fait, ça fracture une société. Et tu vois plein de jeunes femmes qui sont très remontées. Et je me dis, mais en fait, vous êtes remontées. Pourquoi êtes-vous remontées ? Est-ce que parce que vous avez besoin de vous d'éclore et que c'est une façon probablement de se rattacher à une pensée, à une communauté, et que donc ça permet l'éclosion? Est-ce que vous avez subi des entraves, tu vois, liées au féminin? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Je sais pas. Mais le résultat, je trouve que c'est un résultat très dur. Je crois que la notion de sororité ne retient pas plus tes faveurs que celle de féminisme. L'idée que sous prétexte d'être avec des personnes du même genre que le tien, tu serais plus encline à te livrer, partager sur tel ou tel sujet, ça te paraît artificiel aussi ? Ça me paraît totalement artificiel. Moi, la sororité, tu vois, si ça convient à certaines femmes, très bien. C'est pas parce que tu partages le même genre que, chouette, on va se parler des trucs personnels qui nous sont arrivés, ou nos souhaits, nos désirs et tout. Tout ça parce que t'es entre femmes ou t'es entre hommes. Alors là, moi, j'y crois. Enfin, en tout cas, ça ne me correspond absolument pas, puisque, comment dirais-je, l'intime n'est pas lié à un genre. L'intime est lié à la confiance que tu accordes à la personne ou aux personnes qui sont en face de toi. C'est pas du tout parce que c'est ton genre que forcément tu peux te livrer et être intime. C'est très très à la mode sororité en ce moment. Bon, je pense que je peux vivre sans et pas trop mal. Est-ce que tu as d'autres îles dans ta vie, Isabelle ? J'ai toujours eu des îles dans ma vie. Oui. J'ai eu les îles que j'ai imaginées, enfant. Des îles dans lesquelles je me suis rendue. Les îles, pendant des années, je suis partie en Sicile. Et après, dans d'autres voyages, j'ai souvent été dans les îles. Je m'y sens très, très bien. Je m'y sens vraiment très épanouie. Moi, c'est un lieu où le féminin a toujours été décuplé par l'île et par l'eau. C'est les deux éléments en même temps qui, pour moi, sont tellement, tu vois, importants. Est-ce que tu crois au pouvoir de territoire qui façonne notre identité ? Toi qui as énormément voyagé. Oui. Oui, parce qu'un territoire reflète une culture et un patrimoine. Alors, si tu es juste en visite, en vacances 15 jours, tout ça te passe au-dessus de la tête, tu passes de très bonnes vacances et c'est très bien, si tu veux. Si tu restes plus longtemps, un territoire te fascine, tu vois, le jeu de mots, et te façonne. Parce que pour être bien dans ce territoire, tu es obligé, non, mais moi ça me paraît indispensable de s'accorder avec le territoire dans lequel tu vis. Si tu es en désaccord avec le territoire dans lequel tu vis, forcément tu crées des oppositions, des contradictions, des tensions, etc. Si tu essayes d'être en accord avec le territoire dans lequel... Quand je dis accord, alors c'est un accord physique, c'est un accord psychologique, tu vois. Aussi, j'ai passé moi beaucoup de temps en Chine,
qui est donc un univers très différent de celui qui est en France ou en Occident. Et pour pouvoir, je pense, vivre bien, enfin en tout cas, je te raconte que mon expérience. En Chine, c'est évident que j'ai abandonné certains modes de pensée et de réflexe parce qu'ils ne correspondaient pas au territoire dans lequel j'étais, et que si je gardais ces territoires, mais j'étais super malheureuse et super mal, tu vois. En tension, quoi. Donc j'ai adopté, c'est une forme d'adaptabilité, si tu veux, le mode d'être, de pensée, de vie, de rythme, du territoire sur lequel j'étais. Et ce faisant, tu changes ton comportement. Forcément. Pour prendre l'image de la chambre à soie de Virginia Woolf, je ne sais pas si c'est un concept qui te parle, ce lieu de créativité, d'expression de toi, est-ce que tu l'as trouvé? Et si oui, où il se trouve? Est-ce que c'est sur l'île? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est le mouvement entre les deux? Le lieu de créativité, c'est en soi que tu le trouves. En ce qui me concerne, le lieu de créativité, au sens large, c'est-à-dire pas forcément pour créer une œuvre créative, mais juste pour créer ta vie, qui est déjà pas mal. Pour moi, c'est le mouvement. C'est être tantôt yin, tantôt yang, aventurière et faire les tartes aux pommes, et de me retrouver, de trouver un milieu, c'est-à-dire un centre entre tout ça. En fait, l'île m'a posé, m'a fixé à un endroit, en tout cas psychologiquement, oui, parce que dans les fêtes, non, je fais mes bagages toutes les 3 semaines. Si tu veux, quand tu es dans le mouvement, si tu veux pas être étourdi par le mouvement, c'est d'avoir un lieu d'ancrage. Si tu as pas ce lieu d'ancrage, tu fais que t'étourdir en tournant autour de la planète, tu vois. Et l'île, pour moi, est devenue un lieu d'ancrage. Parce que c'est un lieu de vie, parce que c'est un lieu d'amour. Donc forcément, des grandes composantes de ma vie, en tout cas. Pour autant, tu vois, ça me paraît, moi, très important de sortir de l'île. Mais vraiment, je pense qu'il faut sortir de l'île. Pourquoi? Parce qu'elle peut être... Pourquoi? Parce que c'est un territoire clos, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important d'en sortir, parce que une île, c'est un monde en soi, mais ce n'est pas le monde. Toi qui as un certain attachement aussi aux îles grecques, on a parlé aussi de tes territoires imaginaires, de ton affection pour la mythologie. Si tu devais t'identifier à l'une des figures de l'Odyssée, est-ce que tu serais plutôt Pénélope, l'épouse fidèle, dévouée et patiente d'Ulysse, l'image de la résistance? Est-ce que tu serais plutôt Circé, l'envoûtante magicienne dominatrice, mystérieuse et puissante? Calypso, qui incarne le paradoxe de la tentation? Ou Athéna, symbole de sagesse, de stratégie et de protection? En fait, je crois que je serais un peu toutes. Il y a un côté Pénélope, c'est sûr, mais Pénélope toute sa vie, merci, non. Un côté Circé. En fait, quand tu regardes la vie de Circé, elle n'a pas été super heureuse. Elle a tellement de colère, de vengeance à accomplir. Elle a des actes qui, en fait, ne la rendent pas du tout heureuse. Athéna, bon, ça évidemment, Athéna, c'est quand même une figure de stabilité, de création. C'est la fondatrice d'Athènes, tu vois, etc. Et quels sont les autres? Calypso, le paradoxe de la tentation. La tentation, c'est quand même... c'est indispensable. C'est indispensable d'être tenté. Si tu n'es pas tenté... Le désir. Bah oui. Si tu n'es pas tenté, si tu ne désires pas quelque chose ou quelqu'un, c'est un peu tiède, non? Puis alors surtout, là, tu vis qu'à l'intérieur. Au contraire, il faut désirer. Bon, donc les 4, quoi. Mais c'est ce que je te dis, je pense que c'est un peu de chacune d'entre elles à tour de rôle. À tour de rôle. Enfin, si Porquerolles était une femme, quel genre de femme ce serait? Tu as dit que Porquerolles est éminemment féminine. Et quelle serait sa personnalité? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Gina Lollobrigida dans Pain, amour et fantaisie de Sica. Parce que pour moi, Porquerolles, c'est une sauvageonne. Premièrement, c'est quelqu'un qui est toujours apprêté, qui te dit ça. Mais Porquerolles, pour moi, c'est une femme sauvageonne. Ça, c'est sûr. C'est une femme libre, évidemment, qui peut courir, tu vois, partout, qui court partout en short, tout ce que tu veux, et qui peut très bien le soir avoir une robe sublime ou un short sublime. Une sauvageonne, une femme libre,
à une capricieuse, ça c'est évident, mais c'est archi évident que ce serait une femme. C'est une femme capricieuse. Et une femme qui a, non pas de l'indifférence, mais une forme de quant à soi. Parce que finalement, la femme porquerolles, elle voit passer beaucoup de gens depuis beaucoup de siècles, et elle en verra encore beaucoup. Et que, en fait, tous ces gens, tous ces personnages, ces hommes, ces femmes, ces visiteurs passent, mais qu'elle, elle reste. Elle abrite, elle encourage des engouements pour l'île ou pour un être. Ah, combien de fois j'ai entendu « Ah, mais j'adore Porquerolles, mais c'est le paradis, etc., 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 etc. » Et je me mets juste à la femme de Porquerolles et je me dis « Ah non, mais qu'est-ce qu'elle doit en avoir marre d'entendre parler de tout ça, parce que c'est juste épuisant, ça n'a pas beaucoup d'originalité, tu vois, pour elle depuis des siècles et des siècles. Elle s'est dit « Ah non, dites-moi autre chose. » Voilà, je l'imagine comme ayant un quant à soi, c'est-à-dire ah non, encore, vous allez me parler de ça, ou oui, vous adorez cette île. Mais vous savez quoi, dans 50 ans, vous serez plus là, ou dans 100 ans, vous serez plus là, et ben l'île, elle sera toujours là. Et plus il y a d'engouement pour elle, plus je pense que son quant à soi se développe. Merci beaucoup, Isabelle. My pleasure. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été, la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois. Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.